Juste quelques mots avant de commencer le diapo. Moi, ma zone d'intervention, elle est principalement aujourd'hui sur les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vienne, en gros l'Ex-Poitou-Charentes. Et forcément, ce que je vais vous amener comme élément, c'est imprégné d'un contexte fourrager qui est celui de ces zones-là, donc Ouest Atlantique, et qu'on peut en gros décrire par un été chaud et sec. Donc c'est principalement la caractéristique chez nous. Et du coup, ensuite, des précipitations, on va dire, assez lambda, assez marquées de novembre à mars, et puis normalement arrosées au printemps et à l'arrière-saison. Quoique, on a vécu 2 années précédentes où les arrière-saisons ont été relativement sèches. Donc, comme il y a des gens d'un peu partout en France ici, forcément, ce que je vais dire va être à moduler en fonction de certains contextes fourragers. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui seront plus ou moins difficiles selon les secteurs où on se situe. Après, ce que je dirais, je pense, est un peu vrai quand même partout sur le territoire national. Donc, c'est aussi difficile en quelques mots d'être nuancé comme on devrait l'être. Donc, forcément, il y a des messages qui vont être un peu généraux et qui parfois mériteraient d'être nuancés. Alors, je vais essayer de l'être, mais du coup, pour être concis en 30 minutes, c'est pas évident. Et c'est pas non plus évident d'être complet. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des points qui vous semblent trop légers, à le réaborder en question à la fin. Donc, les principales problématiques, à mon sens, qui se posent lors d'un passage en bio, c'est de prendre en compte vraiment l'impact de certaines dimensions sur son système. Donc, le premier, ça va être le coût des intrants, et notamment en arrière-plan, je dirais l'alimentation animale, et notamment de mesurer en fait le décalage qu'il peut y avoir entre le coût des intrants et le prix des agneaux en agriculture biologique. Et ça, il faut en être bien conscient pour construire une véritable stratégie économique dans la construction de son revenu. Donc, on va développer ça. Il y a l'impact de la productivité des surfaces sur le système fourrager, sur la production de céréales autoconsommées. Un impact du coup qui est forcément lié sur le système alimentaire, alors que ce soit notamment la période clé de lactation des brebis avec les agneaux sous les mers et les périodes de finition des agneaux. Des impacts sur la reproduction, notamment avec le fait que les traitements hormonaux en agriculture bio vont être interdits, et donc du coup en tenir compte, notamment pour des systèmes conventionnels qui pouvaient recourir à ces méthodes-là. Et puis un impact sur la santé, dont le principal, sur lequel je mettrai l'accent, c'est que forcément en développant un côté herbager, on va voir pourquoi on est beaucoup plus exposé aux parasites. Et du coup, ça peut rendre, on va dire, cette problématique-là beaucoup plus présente avec une conduite en bio. Donc, si je rentre dans le vif du sujet par les impacts technico-éco. Alors, prix de valorisation, coût des intrants en bio. Un premier repère, hein, j'ai été chercher là sur les synthèses instituts de l'élevage, ce qui était le prix moyen de l'agneau bio en conventionnel. Donc forcément, il y a de la forte disparité là-dedans, mais vous voyez, on était autour de 6,17 € du kilo carcasse en 2019. Aujourd'hui, si je prends voilà, des repères de prix moyens hein, à travers les principaux opérateurs qui, encore une fois, sont sur mon secteur ouest Atlantique, alors, en général, il y a 2 prix d'agneaux, on va dire, sur une année. Globalement, les agneaux dits de saison, donc ceux qui sont nés fin d'hiver, début de printemps, et qui vont commencer à partir les têtes de l'eau sur le début d'été et qui seront notamment vendus dans l'arrière-saison. Donc, il y a ce prix, on va dire, de gros des agneaux qui est en bio autour de 7,05 €. Dans un certain cadre en fait, de conformation et de qualité de carcasse et de poids de carcasse. Donc là, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'au niveau de la filière bio, on va dire l'évaluation ou le prix des agneaux se fait sur des critères assez similaires en fait à ce qui peut être fait au niveau du conventionnel, même si des fois on peut le regretter. Et que du coup, la dimension carcasse, qualité des carcasses, qualité des gras, poids va être tout aussi importante. Et que du coup, si vous descendez sur des qualités inférieures, type O, type P, du coup, vous serez sur des prix encore plus, en tout cas, plus pénalisés. Et donc, une autre période des agneaux, du coup, parce que des périodes où il est plus difficile, en fait, de sortir des agneaux à ces périodes-là, parce que du coup, c'est de la contre-saison d'un point de vue de la période de reproduction, donc des agneaux plutôt sur des prix premier semestre, où là, il va y avoir une plus-value un peu pour l'éleveur, et avec des prix qui sont autour de 7,70 €. Donc, sachant qu'il y a notamment un pic pour les opérateurs en termes de besoins commerciaux qui est autour de Pâques et qui est difficilement satisfait, on va dire,
du fait, là encore, du fait que la brebis, en fait, est un animal normalement naturellement saisonnier, qui va être plutôt en lutte pendant les jours courts à l'automne et qui va du coup avoir tendance à mettre bas au printemps, même si avec les races rustiques, on verra que ça peut être différent. Donc ça, c'est un premier élément de contexte de prix, et du coup, ben, on voit que ce différentiel de prix parmi toutes les filières de ruminants, c'est sans doute là où il est le plus serré, en agneau. Donc ça, on pose la question là par SMS, c'est le prix achat producteur. D'accord. Ensuite, on rentre dans le coût des intrants. Donc là, je dirais pas forcément des différentiels de prix marqués, notamment sur les fourrages. Donc, dans les systèmes, ici en tout cas, sur certaines zones, par exemple, qui ont des tendances acides, ça peut être difficile de produire des foins de luzerne. Du coup, les foins de trèfle violet sont compliqués à faire pour d'autres raisons, plutôt de séchage, etc. Et du coup, on sait que ça peut être intéressant d'avoir ce type de fourrage-là en ration hivernale sur des périodes à fort besoin de fin de gestation, début de lactation. Donc là-dessus, plutôt des prix qui vont rester assez similaires à ce qu'on peut trouver en conventionnel, mais par contre avec des aléas sur des périodes de tension fourragère. Donc ce qui fait que lorsque ça manque en général partout, et là les prix peuvent exploser. Donc sur la partie alimentation animale, fourrage, je dirais c'est ça la particularité de l'agriculture bio, donc il faut avoir conscience. C'est-à-dire que si on manque chez soi, en général, ça manque ailleurs et que du coup, ça peut être assez pénalisant en termes de prix d'achat. Ensuite, donc ça va plus être sur le prix du concentré, en fait, où la rupture, elle est marquée en bio. Donc, elle est plus ou moins amortie, en fait, quand on est d'éleveur à éleveur ou d'éleveur à céréalier, avec des prix de métail-grain, donc triticale poids févrole, hein, en binaire ou en ternaire, qui vont plutôt tourner autour de 320-350 € tonne, alors qu'une céréale de base type orge ou type triticale, on va la trouver entre 280 et 320 € tonne. Donc jusque-là, ça va encore. Donc après, dès que l'on va basculer en fait dans l'aliment commerce, et donc c'est là où c'est un premier point de vigilance sur les systèmes en conventionnel qui s'interrogent à passer en bio, c'est déjà de voir où on en est par rapport à l'achat d'aliments extérieurs, notamment s'il y a de l'achat d'aliments finition agneau, qui est plutôt typé 18 de MAT, ou si c'est un mélange de ferme plus correcteur azoté, qui va être plutôt typé à 38 de MAT, où là, vous voyez, on bascule dans des registres de prix où on est de 550 € tonne à 18% de MAT jusqu'à 800 € en fait à 38 de MAT. Et donc là, c'est plutôt des prix qui sont de l'ordre de 1,8 à 2 fois le prix de l'achat d'aliments conventionnels, à mettre en parallèle avec le différentiel de prix qu'on vient de voir. Des points plus secondaires au niveau du coût des intrants, alors ça va être un renchérissement, on va dire, notamment au niveau des fourragères pour tout ce qui va être prairie semée, pour une multi-espèce relativement classique, hein, jusqu'à 6 espèces, sans aller sur des espèces trop atypiques et trop coûteuses, etc. On va être rapidement de l'ordre de 250 à 300 € de l'hectare pour l'implantation. Pour un métail grain, c'est de l'ordre de 210 € d'hectare. Et puis j'avais mis un coût méca en fait d'un métail grain que le CIRPO avait calculé sur la zone Limousin. Et comme le CIRPO fait relativement autorité, j'ai repris ce coût-là, de l'ordre de 470 € de l'hectare pour quelque chose du semis à la récolte hors main d'œuvre. Autre point important, un dernier, même si en général c'est peu présent sur les systèmes ovins, en tout cas ce type de pratique-là, il peut y avoir sur les fermes en conventionnel de l'ammonitrate, notamment sur céréales. Donc ça, il n'y en aura plus en conduite bio. Et du coup, on peut des fois, on a plutôt ce schéma-là en fait qui peut se reproduire sur les grandes cultures, qui finalement pas, où la bascule, on va dire, en termes de manière de penser, la gestion de la fertilité ne se fait pas forcément. Si on veut continuer à s'appuyer sur des béquilles de fertilisation exogène, avoir en tête en fait que ce coût des intrants-là, il est quand même extrêmement élevé. Un produit à base de fiente de poule aujourd'hui, c'est de l'ordre de 70 € tonne pour 35 unités par tonne apportée, et qu'on est dans un contexte en fait où il y aura sans doute de plus en plus de tensions sur ces matières premières-là, du fait notamment d'évolutions réglementaires sur ce qui sera autorisé comme matière première venant des élevages industriels et réutilisable comme élément fertilisant en agriculture biologique. Donc ce premier point pour vous montrer que, en tant que tel, l'équilibre coût de l'alimentation animale notamment acheté, prix de l'agneau bio, fait que le premier truc à se poser,
et le premier élément de viabilité d'un système biologique en ovin, ça va être de travailler sur l'autonomie alimentaire. Mais pourquoi l'autonomie alimentaire? Pour être économe, puisque tout achat à l'extérieur va être relativement coûteux par rapport à ce que le prix de l'agneau bio supérieur au conventionnel va être en capacité d'amortir. Donc, il faut des systèmes relativement autonomes pour être performants économiquement derrière. Deuxième impact plus technique qui est autour de la productivité des surfaces. Donc, avoir en tête que les rendements fourragers en bio vont être plus ou moins impactés. Alors là aussi, ça dépend d'où on part. Si on part de très loin, quand on est sur un système, on va dire, très classique, très intensifié, avec présence de Regra d'Italie, de l'azote minéral, etc., forcément, et de l'azote minéral en conséquence, à plus de 100 unités, etc., on ne va pas sortir les mêmes rendements de matière sèche que sur une prairie multi-espèces conduite en bio avec des éléments fertilisants de la ferme. Donc ça, c'est bien, en fait, c'est poser une photo objective sur soi-même ou avec les gens qui accompagnent dans la conversion pour dire, voilà, d'un point de vue de mon système fourrager, mon niveau d'intensification aujourd'hui, est-ce que je suis plus ou moins loin d'une conduite bio et dans quelle mesure mes rendements fourragers, à la fois en pâturage et en fauche, vont être impactés, quoi. Parce que pareil, même si c'est 30 unités après une coupe précoce au 15 mai et qui derrière permettait en fait un bon rebond de l'herbe pour un pâturage de fin de printemps, il faut bien être conscient que ces 30 unités-là, minérales, on ne les aura pas en conduite bio et que du coup la réponse fourragère, elle ne sera pas pareille. Donc bien intégrer ces paramètres-là. Donc sur mon secteur, globalement, la productivité des prairies, alors on a des forts écarts, mais on va dire on oscille entre 4 et 7 tonnes de matière sèche, et si on doit donner un repère moyen, on est autour de 6 tonnes. Donc là aussi, c'est des repères ouest-Atlantique de chez nous. En Normandie, ça leur paraîtra peu. Dans d'autres coins, ça leur paraîtra collé à ce qui se passe chez eux. Et dans d'autres secteurs plus séchants encore, ça leur paraîtra déjà des repères élevés. Mais il faut bien intégrer en fait le potentiel fourrager en nous. Même topo sur les céréales et les protéagineux. Donc on va y revenir dans la partie animale, complémentation des brebis et notamment des agneaux pour la finition. Bien aussi mesurer le delta d'où on part, où est-ce qu'on va arriver en bio. Aujourd'hui, sur mon secteur, moi, ce que j'observe, c'est plutôt des rendements moyens qui vont osciller autour de 25-30 quintaux. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne font pas mieux, mais il y en a qui font aussi moins bien que ça. Et là aussi, le potentiel des terres va jouer énormément. En métail, on arrive à des choses en général un peu plus régulières, un petit peu au-dessus, avec des fois de l'ordre de 35 quintaux. Donc ça, forcément, j'ai pris juste un exemple très basique. Si on fait le compte sur 100 agneaux qui sont finis de type bergerie et qui sont relativement conduits de manière optimisée, donc ça veut dire en gros 80 kg de concentré sur la vie de l'agneau, donc c'est un agneau très typé bergerie, donc avec le nourrisseur sous la mer et ensuite en finition. Vous voyez que pour 100 agneaux, il faut compter à peu près 8 tonnes de métail grain. À 60 quintaux en conventionnel, ça fera une empreinte hectare d'1,3 hectare. En bio, si on est à 30 quintaux, on double. Si on est à 25, on est déjà à 3,8. Donc ça, dans les calages des équilibres, en fait, d'un point de vue du système alimentaire global, il faut bien l'avoir en tête, parce que du coup, ça sera ou pénalisant sur sa propre autonomie. Si on veut la conserver et qu'il faut empiéter sur le système fourrager, penser à ne pas trop se déséquilibrer d'un point de vue du chargement, on y reviendra. Et s'il faut acheter, bien mesurer en fait si les équilibres vont faire que ça soit bien. L'autre point, ça va être sur l'impact en fait du passage en bio sur la conduite de la reproduction. Alors, en système conventionnel, les systèmes accélérés peuvent être assez fréquents. Ça me semblait important d'en dire un mot, notamment avec des systèmes de type 3 agnelage en 2 ans. Et du coup, par rapport à la problématique que j'ai rapidement ébauchée d'étalement des ventes qui est recherchée notamment pour avoir des agneaux à Pâques, c'est des systèmes en fait qui peuvent, en tout cas, où légitimement les éleveurs peuvent s'interroger sur le bien fondé de les conserver ou pas. Donc, j'en dis un mot rapidement. Je vous ferai des renvois biblios pour ceux qui ont envie de creuser sur des travaux qui avaient notamment été faits il y a un petit moment maintenant par l'INRA de Clermonté sur la viabilité technico-économique de ces systèmes-là. Il faut vraiment y regarder de près. Ce qu'il faut avoir en tête, d'une part, c'est que forcément, nous amener sur des périodes de contre-saison va nous amener à des périodes en dehors de la pousse de l'herbe, donc à fonctionner plus sur fourrage stocké
et du coup avec des complémentations de concentrés à côté. Ça, c'est le premier truc. Donc, globalement, des rations qui vont coûter plus cher. D'autre part, en fait, il faut avoir en tête les résultats de repro et derrière les performances techniques, à la fois de prolificité et de productivité numérique. Sans hormones, il va falloir qu'on s'inscrive ou seulement sur les fémales. Donc, c'est des systèmes qui peuvent exister, par exemple, sur des races vendéennes et qui vont fonctionner, sur des luttes notamment du juin, ou alors sur les fémales et le photopériodisme. Et donc là, on peut arriver à des résultats encore plus satisfaisants, même avec des luttes d'avril pour des agnelages de septembre-octobre. Ou alors, il va falloir miser en fait sur des races rustiques qui désaisonnent naturellement. Mais du coup, en tant que tel, bien être conscient, comme en conventionnel d'ailleurs, qu'on ne peut pas tabler sur des performances aussi sécurisées de brebis pleines, de prolificité des fois aussi marquée, etc. Donc, en fait, on peut arriver à des résultats techniques de repro productivité technique qui font qu'on n'est pas beaucoup plus brillant en fait que si on avait fait un agnelage par an. Et du coup, ça, il faut bien le mesurer. Est-ce qu'on est en capacité de maintenir des résultats techniques assez élevés pour que cette contre-saison et a fortiori l'accélération de 3 agnelages en 2 ans soit pertinente. Quatrième point sur les impacts, donc qu'il faut bien mesurer et qui est en lien en fait avec ce que j'ai dit plus haut sur le coût des concentrés notamment achetés. Donc c'est qu'en ration hivernale et du coup en stade physiologique à besoin élevé, donc là je parle notamment des périodes, on va dire si on est autour de mise-bas de 1er mars, qui vont se situer entre février et justement ces premières semaines de mars, donc qui correspondent à la fin de gestation, début de lactation. Alors, en gros, pour donner un message simple, tout ce qui va être foin stocké de mauvaise qualité, parce que c'est des périodes où on va plutôt s'inscrire en bergerie, même si on va tenter de concentrer ces périodes-là, égale gouffre à concentrer. Puisque, alors, pour donner rapidement des ordres d'idées de rations équilibrées, donc là encore une fois, j'ai été chercher au CIRPO des références pour prendre aussi des repères extérieurs qui font autorité. Quand vous vous situez par exemple sur une brebis qui a les 2 agneaux dans les 3 premières semaines de lactation, qui est vraiment le stade le pire, au sens où pour couvrir les besoins, on mobilise là les réserves corporelles de la brebis. Si on veut arriver à un équilibre, même en mobilisant les réserves corporelles de la brebis, sur un foin de graminé médiocre, donc ça c'est un foin qui va tirer moins 0,6 UFL, il va falloir qu'on amène jusqu'à 900 grammes de métail grain plus 200 grammes de soja. Alors que si vous amenez un fourrage de qualité, type un enrubanné de légumineuse, là vous allez passer et couvrir les besoins de la brebis avec ses réserves corporelles à 600 grammes de céréales. Donc ça, en bio, en fait, vous voyez bien l'impact que ça a. Plus mon fourrage sera mauvais, plus j'aurai tendance à tamponner avec du concentré. Attention à ne pas trop cartonner les brebis si on reste trop en dessous et qu'elles n'ont pas les réserves corporelles pour amortir le truc ou qu'on leur tire trop dessus. Forcément, il y aura un surcoût de ce côté-là. Donc, la difficulté, a fortiori en bio, mais c'est tout aussi vrai en conventionnel, ça va essayer d'avoir une régularité de qualité de fourrage pour être économe derrière en concentré. L'autre élément sur lequel je vais passer un peu plus vite, c'est quand même que réglementairement, dans le cahier des charges bio, il est aussi positionné le ratio d'équilibre fourrage concentré. Et le ratio positionné, c'est 60% fourrage, 40% concentré, avec, on va dire, une tolérance d'un ratio 50-50 sur les premiers mois de lactation. Donc cette évolution-là, notamment pour les systèmes, pour les agriculteurs conventionnels qui se posent la question, cet équilibre-là, en fait, il est mesuré en général par les certificateurs d'un point de vue global, annuel, en autonomie massique. Et du coup, il ne pose pas de grosses difficultés. Pour autant, du coup, moi, je trouve qu'il est intéressant et qu'il a du sens. Alors, il a du sens par rapport à ce que je vous ai dit sur les éléments en fait, de contexte de prix de valorisation, de coût des intrants, et dans quel sens en fait, il va falloir aller rechercher l'équilibre économique, à savoir être modéré en concentré et plus miser sur les fourrages, sous toute forme, stocky ou pâturage. Donc, il a du sens aussi d'un point de vue santé de l'animal, parce que globalement, même si c'est plus compliqué que ça, cet ordre d'équilibre-là, c'est un équilibre qui assure un bon fonctionnement du rumen. Et d'autre part, je pense qu'il faut y prêter attention, car sans doute, on prêtera de plus en plus attention à ce type d'indicateur-là, notamment avec la compétition Fit Food et aussi les enjeux climat, énergie, biodiversité,
C'est-à-dire que ce sera la légitimité sans doute de l'élevage allaitant demain pour les ruminants sera leur capacité à valoriser avant tout de la cellulose. Et donc, je pense qu'il faut être vigilant sur des enjeux de long terme, à ne pas transformer nos ruminants en monogastriques. Et la filière ovine est quand même exposée à ça, notamment dans la manière aujourd'hui dont sont finis une part des agneaux, alors surtout en conventionnel, mais ça peut être vrai du coup aussi en agriculture biologique avec le développement des conversions. Donc si on fait ce ratio 60-40 sur notamment la période clé des brebis, 4 semaines après l'agnelage, donc j'ai pris un format de brebis assez classique, 70 kg. Vous voyez une capacité d'ingestion de 2,5 kg, donc 40% de concentré, ça nous fait 1 kg sec de concentré, donc 1,1 kg brut de concentré. Vous voyez, c'est pas compliqué, on est sur la situation du plus mauvais de foin de graminées en termes de complémentation. Par contre, on voit que cet équilibre-là, sur une finition des agneaux, ben, il est beaucoup plus difficile à tenir, puisque ça nous amènerait en fait sur des finitions d'agneaux autour de 600 grammes brut de concentré. Or, aujourd'hui, des agneaux rationnés, c'est plutôt en bergerie, finition très typée bergerie, c'est plutôt de l'ordre de 700-800 grammes, et avec des consommations qui peuvent dépasser ça, en fait, dans le cadre d'une alimentation à volonté. Donc, ce n'est pas des points réglementaires bloquants. Et ce que je veux dire, c'est prêtons-y attention. Sans doute à l'avenir, ce ratio-là d'équilibre fourrage concentré sera d'autant plus regardé de près par la société. Alors pour me résumer, du coup sur ces impacts techniques, on voit bien en fait que le passage en bio, il implique de réfléchir la construction de son revenu d'une certaine manière. Alors ce graphique un peu peut-être compliqué que je vous présente, l'expliquer en quelques mots. C'est une image c'est une tentative en fait de représentation de la formation du revenu de différents élevages sur différentes campagnes et sont représentés, si vous voyez le curseur, en ordonnée une dimension qui est la productivité du travail, donc les volumes que chaque travailleur est capable de produire par unité de main-d'œuvre, et du coup l'efficacité économique en abscisse qui est atteinte en fait pour 1 kg carcasse d'agneau produit. Et du coup, vous avez différentes ABAC qui cristallisent en fait le niveau de revenu permis. Donc l'ABAC rouge cristallise le niveau d'1,5 SMIC. Et ce que ça dit, tous ces petits points-là, c'est différentes combinaisons possibles pour atteindre ce niveau, par exemple, d'1,5 SMIC. Donc si je m'inscris plutôt en haut à gauche, je suis sur une stratégie où en fait j'ai une faible efficacité économique, il me reste peu dans ma poche pour rémunérer mon travail quand je produis 1 kg d'agneau, mais en fait je fais mon revenu sur les volumes. Et à l'inverse, quand je suis dans cette partie-là, on va dire, de la démarche, j'ai une forte valorisation, une forte rémunération permise au kilo produit, et j'arrive quand même à construire un revenu avec un volume finalement maîtrisé ou faible. Donc la trajectoire en fait en agriculture biologique, c'est que bien souvent, même si là du coup les généralisations sont dangereuses, il est difficile en fait de conjuguer forte autonomie et productivité du travail élevé. Encore une fois, il y a des exceptions, et d'ailleurs là vous avez un élevage qui représente ça. Donc on va plutôt travailler en fait sur une construction du revenu qui sera basée sur maximiser l'efficacité économique, et ça passera notamment par une maîtrise des charges, une maîtrise des moyens engagés. Donc on se situe à ce niveau-là, on va dire, de la démarche de formation du revenu, maîtriser, ou en tout cas maintenir une productivité technique plancher, qui va faire derrière en fait qu'on aura à la fois une efficacité des charges, une productivité du travail minimale, pour se construire un niveau de revenu minimum. Donc c'est plutôt cette voie-là en fait, en termes de dynamique de construction, dans laquelle il faut s'inscrire. Alors le temps passe vite, je suis trop bavard, donc il faut que j'accélère. Les leviers, par rapport à ce que je viens de dire là. Les premiers vont être agronomiques, c'est la base, mais ça ne mange pas de pain de les remettre. Donc, assurer la fertilité et le maintien de la vie du sol par des rotations cohérentes, forte présence de légumineuses, valorisation des matières organiques de la ferme. La fertilité, elle va avant tout reposer sur ces facteurs-là. Secondairement, et ça va être notamment valable sur des secteurs tendance, par exemple, très acides, où il peut y avoir des blocages qui sont liés à des toxicités aluniques ou des pH vraiment acides qui vont être
pénalisant pour les légumineuses. Donc, c'est quand on va se situer en dessous 6, hein, et notamment même pour du trèfle blanc. Donc là, même en agriculture biologique, ne pas nécessairement faire les impasses sur des amendements du coup naturels, mais extérieurs, qui vont en fait permettre de maintenir une vie du sol et une bonne dynamique de la vie du sol. Et notamment, du coup, qui vont en avoir un impact sur la productivité de nos prairies, qu'elles soient semées ou qu'elles soient permanentes, et de maintenir aussi, de contribuer à maintenir une flore d'intérêt fourragé. Alors bien sûr, tout ça va se combiner avec des conduites de fauche et de pâturage adaptés. Le deuxième point clé, il va être autour, on va dire, des prairies multi-espèces. Alors là aussi, du coup, c'est une orientation qui est plutôt prairie semée, mais faut pas, je ne ferme pas forcément la porte à la prairie permanente. Du coup, l'idée est la même en fait. L'objectif, c'est d'arriver à avoir des prairies avec des flores d'intérêt fourrager, au possible des raies gras, des fétuques élevés, des dactyles, des fléoles, des fétuques des prés, bref, cette flore-là d'intérêt fourrager minima présente, et surtout des légumineuses qui vont amener la protéine de la ration. On n'est pas rentré dans le détail, mais c'est beaucoup plus difficile en fait d'arriver à amener la protéine par des concentrés, pois, févrole, etc. On peut le faire en partie, mais ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus efficient de le faire par la prairie. À ce titre-là, du coup, je vous ai fait un exercice de pensée en comparatif, et vous y regarderez de plus près, ce que peut sortir une prairie multi-espèces par rapport à un triticale pois qui serait composé de 60% de triticale et de 40% de fourrage. Vous voyez que penser en UFL et en PDI produits à l'hectare, les concentrés sont très loin de pouvoir rivaliser avec la prairie. Ils ont un intérêt par leur densité énergétique et de protéines pour complémenter une ration sur fourrage stocké, mais dans la grande mesure du possible, on voit bien qu'on a tout intérêt à maximiser en face la place de la prairie et son utilisation en verre par le pâturage. Donc, premier cran, très important. Le deuxième plan, du coup, on voit bien les valeurs supérieures en verre par rapport au fourrage. Donc ça veut dire donner une large place au pâturage. Je ne m'attarderai pas sur les techniques de pâturage, mais le pâturage tournant simplifié à minima peut apporter quelque chose par rapport au pâturage continu strict, même s'il y a des systèmes qui peuvent bien fonctionner aussi en pâturage continu. L'autre point, c'est qu'on ne peut pas forcément tout faire au pâturage, donc on se retrouvera à certains moments donnés en fourrage stocké en ration hivernale, notamment sur la fin de gestation, début de lactation. Donc, rechercher la qualité des fourrages stockés, et ça passe par des points de vigilance sur les stades de végétation des récoltes, le qualitatif avant le quantitatif au possible, et du coup de prévoir les équilibres pour ça. Là, il y a des fautes de frappe chaîne de récolte et de vigilance sur la chaîne de récolte, notamment pour préserver les feuilles de légumineuses et sur les conditions de stockage. Et donc, dans tout ça, la place des concentrés, elle est vraiment secondaire, elle va être là pour tamponner, équilibrer les rations, à défaut de pouvoir pâturer et être en verre. Équilibre clé, deuxième, le chargement. Vraiment un des points clés d'un passage en bio, encore une fois, en corrélation avec ce que je disais au tout début, ça va être de bien positionner son nombre d'animaux par rapport à son potentiel fourrager en fonctionnement bio. Donc, dans mon secteur, par exemple, on peut faire 3 gradients de potentiel, de faible à bon. On va dire que le potentiel moyen, il faut compter de l'ordre de 40 AR par UGB, ce qui correspond en gros à 7 AR par brebis suitée. Là aussi, être vigilant aussi par rapport aux repères de brebis suitées et aux repères de brebis vides qui ne vont pas être sur les mêmes besoins. Et ensuite, en fait, se laisser des marges de manœuvre pour essayer de maximiser le temps au pâturage. Donc, on a des étés de plus en plus séchants qui nous font en fait aujourd'hui essayer en tout cas pour limiter les affouragements parce qu'ensuite se posent des problématiques de travail, etc. Et ne pas forcément rentrer en bergerie sur ces problématiques-là, d'arriver à être sur de l'ordre de 100 AR par UGB l'été. Alors, il y a d'autres choix qui peuvent être faits, plus mixtes, d'être sur 80 AR et une complémentation à côté. Mais il faut vraiment aujourd'hui faire avec le changement climatique et sur les zones les plus séchantes du coup de nos territoires, avoir ces équilibres-là en tête. Pâturage hivernal. Fréquemment aussi, je pense que l'écueil en fait par rapport aux évolutions climatiques qu'on a et aux pousses d'arrière-saison ou d'hiver, avec les hivers doux sur certains secteurs qu'on peut observer,
L'écueil, en fait, ça serait de surestimer en fait l'herbe qu'on peut avoir de disponible sur les périodes de fin décembre, janvier. Alors ici, par exemple, Ouest Atlantique, on gèle plus quasiment sur certains endroits. Du coup, on a toujours un reliquat de pouce. Après, ce reliquat de pouce, il sera de toute manière limité par la photopériode. Donc, on ne peut pas compter en fait des pousses aujourd'hui qui vont être au-delà 10 kg de matière sèche par hectare. Donc, être vigilant sur les chargements l'hiver et bien prendre en compte que ça sera toujours de l'ordre plutôt aujourd'hui de 4 brebis par hectare maximum et du coup pas forcément la totalité du troupeau qui peut passer l'hiver à tourner sur les pâtures. Finition des agneaux au pâturage, ça c'est un point clé. Ne pas sous-évaluer l'empreinte surface pour faire des agneaux d'herbe. Et donc du coup, un agneau 100% herbe, aujourd'hui c'est plutôt de l'ordre de 10 arts par agneau. Donc c'est très conséquent. Avec une complémentation de 300 grammes, on peut redescendre à 6 arts par agneau. Alors, il y avait des questions là-dessus. Donc, c'est quoi les leviers en agriculture biologique pour finir des agneaux de manière économe? Alors, pas forcément des choses révolutionnaires, mais le premier point qui me semble important, quel que soit l'itinéraire après sevrage, c'est qu'on a tout intérêt à optimiser les qualités laitières des mères. Et du coup, par rapport à des systèmes, on va dire, conventionnels intensifiés, notamment les systèmes accélérés, où on peut être sur des sevrages à 70-80 jours, en agriculture bio, on a tout intérêt, d'une part, d'un point de vue de la sélection animale, à creuser ce critère-là, qualité laitière, qualité maternelle, sans sacrifier prolificité, etc., mais en tout cas à évoluer d'un bon équilibre sur les deux plans, et du coup à travailler sur des lactations longues à l'herbe, donc sur des sevrages tardifs. Et ensuite, à se fixer des objectifs cibles de poids à atteindre pas trop légers, parce que derrière, si on veut finir à l'herbe, ben, ce point-là comptera notamment dans la capacité d'ingestion des agneaux au pâturage. Sur la finition à l'herbe, pour gagner sur les concentrés, là aussi, en fait, des choses que vous pouvez aussi retrouver en conventionnel, mais miser énormément sur les légumineuses qui auront plus de capacité à passer l'été. Travailler sur les techniques de pâturage et d'allottement pour gagner en efficacité au niveau de l'engraissement des agneaux. Donc, aujourd'hui, le point vraiment difficile, en fait, notamment sur les secteurs ouest atlantiques, pour des agneaux nés en saison, ça va être de réussir à passer ces étés chauds et secs. Donc, voir les légumineuses citées avant. Ensuite, travailler potentiellement d'autres itinéraires, et ça, j'ai certains de mes éleveurs qui le font du coup sur ce secteur-là, c'est de revisiter l'agneau de report, c'est-à-dire de travailler en fait sur des durées de finition très longues avec des agneaux qui pourront être vendus jusqu'à 10 et 12 mois, et du coup d'être finalement peu exigeant sur les croissances, notamment l'été et derrière-saison, tout en ménageant des croissances planchées pour ne pas les pénaliser en termes de développement squelettique. Ensuite, dès qu'on va arriver sur l'agneau de contre-saison, les leviers qu'on peut avoir pour les finir avec un minimum de concentré, si la rotation s'y prête, c'est de mettre en place des dérobées fourragères et des couverts végétaux. Et donc là, il y a un certain nombre de repères qui sont assez solides sur des agneaux finis sur des raves, sur des navets, sur des coltas fourragés, etc. Après, attention, il faut que ça trouve sa place en fait dans une rotation et pas forcément dégommer une trait multi-espèce qui est encore bonne à produire, etc. Pour mettre en place ces cultures-là, parce que ça peut avoir un coût qui est contre-économique. Alors, l'autre levier en alternative à l'agneau d'herbe, et donc qui peut se poser notamment pour les systèmes qui vont mettre en place de la contre-saison, donc c'est avec notamment des agnelages de novembre-décembre, mais ça peut être aussi valide sur des agnelages de septembre-octobre, où là, la question de l'agneau fini en bergerie va complètement se poser, au moins du sevrage jusqu'à l'abattage. Donc, la problématique, en fait, c'est de faire attention aux quantités de concentrés consommés. Donc, sur les équilibres surface, j'en ai parlé. Donc, la règle, en fait, ça va être d'être très vigilant à la fois sur la qualité de métail qu'on va apporter. Donc, il faut respecter des densités énergétiques minimales qui sont de l'ordre de 1 à 1,1 UFV par kilo brut. Et il faut respecter, en fait, des teneurs en protéines minimales, là aussi, pour, en fait, sécuriser les croissances et éviter en fait les surconsommations, notamment par rapport à la densité énergétique.
Donc, par exemple, l'avoine peut être une céréale à problème quand elle est trop présente dans le métail, c'est-à-dire au-delà de 25%. Avec un déficit énergétique, ça peut déclencher des surconsommations de concentré, etc. et du coup être contre-productif. Sur la MAT, il y a deux manières de voir les choses, soit en teneur MAT globale, soit en valeur PDI. C'est-à-dire que forcément, mais ça en agriculture biologique, ça ne nous intéresse pas, si on était en tourteau de soja pur, ils arrivent à faire des choses avec des teneurs en PDI en fait, à 100 grammes avec du tourteau de soja. On a du mal à atteindre en fait, avec des métaux grains la teneur de 100 grammes de PDI par kilo brut. Donc il faut être un peu plus fort en fait en MAT avec nos poids et nos févroles et du coup avoir un métal dans la globalité qui se situe à 16,5, 17,5. Alors ça, pour parler plus concrètement, ça correspond par exemple sur un métal critical poids à au moins 40% de poids dans le métal. En févrole, on sera plutôt de l'ordre de 30% de févrole à minima exigé dans le métal. Après, il faut bien avoir en tête aussi que le toujours plus vite n'est pas forcément le plus économe et il faut aussi savoir réfléchir dans ce sens-là. Une durée de finition allongée, ce n'est pas forcément un problème. Ce qu'il faut surveiller, c'est combien ça me coûte dans ma globalité par rapport au fourrage que j'y ai mis et aux quantités de concentré que j'y ai mis. Et dernier point là-dessus, du coup, on a des latitudes en fait pour faire aussi autrement qu'avec du métal grain, en positionnant en fait des fourrages de qualité et du coup, notamment avec des foins de légumineuses, trèfle violet, luzerne, voire même avec des orumanines légumineuses, on peut complètement imaginer finir des agneaux en bergerie avec une céréale pure, parce que là, ça sera en fait le foin ou l'orumané qui apportera la protéine. Par contre, dans ces itinéraires-là, il faut être bien conscient que du coup, la consommation de fourrage par les agneaux, elle sera bien plus élevée que ce qu'on peut observer sur un système très classique paille concentrée. Où là, on peut aller du coup jusqu'à 40% de fourrage de légumineuses consommées par les agneaux. Dernier point à passer rapidement pour prendre des questions. Donc, au niveau de la gestion de la santé du troupeau, du coup, ce qui va beaucoup bouger, vous voyez dans ce que je vous ai amené comme élément, c'est qu'on va chercher à maximiser, à optimiser un système herbagé. Donc, en allant sur ce profil-là en fait, de système, forcément, on est plus exposé au parasitisme. Donc, premier truc, les antiparasitaires ne sont en tant que tels pas limités dans le cahier des charges à partir du moment où le traitement est justifié. C'est-à-dire que vous pouvez justifier d'une infection par coprologie. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le même bain que le conventionnel et qu'il ne faut pas prendre à la légère, en fait, les problématiques de résistance aux molécules antiparasitaires. Donc, ça veut dire que les solutions de dernier recours qu'on avait, elles sont en train de s'affaiblir. Du coup, je vous ai mis les molécules qui sont résistantes là. En ovin lait, là, très récemment, on a par exemple de grosses inquiétudes par rapport à des phénomènes de résistance qui apparaissent sur les éprinomectines. Donc vraiment, il faut être prudent sur ces leviers de dernier recours qui eux aussi s'affaiblissent. Donc ça veut dire quoi en bio? Ça veut dire s'inscrire dans des leviers d'évitement. Les leviers d'évitement, en fait, ça va être penser son pâturage. Les pâtures les plus infestées sont les pâtures couple mère-agneau. Donc on va mettre les agneaux par exemple sur des parcelles qui auront été gérées en fauche au printemps pour les préserver en fait des parasites. Voilà, c'est tout ce registre en fait de parcelles dédiées par rapport aux animaux les plus sensibles et du coup de mettre les animaux les plus résistants sur les parcelles les plus infestées. Ça sera les leviers du coup de surveillance par les coproscopies, par les coprocultures. Donc ça, c'est par des analyses, mais c'est aussi votre observation des animaux à travers les crottes, à travers les muqueuses, notamment pour les parasites en fait qui déclenchent des anémies. Et puis ça sera tout ce qu'on pourra mettre en place en termes de prévention, notamment avec des produits à base d'huile essentielle, type géraniol, etc., pour prévenir par exemple sur les parasites externes, des miasmes, des tiques. Donc là aussi, c'est utilisé en conventionnel, mais a fortiori, ça sera à positionner en bio. Au bon moment. Alors, c'est des produits à base d'huile essentielle hein, qui sont bien diffusés dans les élevages, même conventionnels. Et le dernier point sur la santé, ça sera de travailler en fait sur l'immunité des animaux. Les principes de base, c'est un bon état corporel des animaux. Ça passe avant tout par eau, alimentation, complémentation de minérales de qualité, et sur lequel en fait on construira d'autres éléments en fait d'équilibre. Donc l'ensemencement des jeunes, le soutien métabolique par les plantes, ensemencement des jeunes avec les kéfirs. Ça sera le bon respect en fait des principes d'élevage au niveau des logements pour éviter tout ce qui sera problème de pastérolose, etc., etc. Les vaccins sont autorisés en bio.
Donc, footbags, etc., pour ceux qui ont eu des problèmes de piétins, ça reste des choses qui sont possibles. Dans l'ordre, par contre, là, de nombre de traitements limité. Voilà en résumé les éléments que je vous ai amenés. Je n'y reviens pas, vous les avez sous les yeux, vous pourrez y revenir. Donc, du coup, je vais prendre tout de suite les questions et je vous ai mis ensuite, du coup, des éléments de repère bibliographique. Je pourrais vous mettre quelques liens dans les mails que je vous enverrai après la conférence. Alors Philippe, pour commencer avec les questions, il y a une question qui nous est arrivée en début de présentation sur la race d'agneau à laquelle tu faisais référence quand tu parlais des prix achat au producteur, tout au début. Il n'y a pas de race en tant que telle. Là, on s'inscrit dans un raisonnement de qualité de carcasse, de qualité de gras, donc, et notamment de conformation. Donc après, il y a des races en fait qui sont plus ou moins en fait avoir facilité à vous sortir les conformations adaptées. Donc là, typiquement en fait, pour sortir les meilleures conformations, c'est les races dites bouchères, Rouge de l'Ouest, Charolais, etc. Mais alors du coup, après, c'est justement les équilibres sur l'élevage. En fait, ça c'est tout le travail de l'éleveur entre ce qu'il veut sur des compromis de races herbagères type vendéen, qui peut aussi permettre d'atteindre ce niveau de conformation, hein, de R voire de U. On peut aussi avoir des bons résultats de conformation avec du charmois, que ce soit en pur ou en croisement. Par contre, très clairement, sur des races de type solognote ou sur des races de type massif central, etc., ben, on aura plus de difficultés en fait à arriver à des notes de conformation en fait de type U, etc., et du coup être mieux payé. C'est ça en fait qu'on peut aussi regretter en agriculture biologique, c'est que potentiellement on peut avoir des races plus rustiques, plus adaptées à des conduites économes, mais où du coup la problématique va être derrière la valorisation en filière en termes de prix. Donc après les croisements peuvent amener du mieux là-dessus. C'est-à-dire avoir une base de mère relativement de race herbagère ou de race rustique et essayer de ramener par les mâles de la conformation du chou. Alors, au-delà de la question de la finition et de la conformation, oui, il n'y a pas de race, Philippe, vas-y. Il n'y a pas de race type, en fait. Mais par contre, on sait qu'il y a des races qui permettent, avec du lacone viande, vous aurez un truc qui, au niveau des gigots, etc., plaira toujours moins bien qu'une race typée rouge de l'Ouest, par exemple. Ok. Il y a une question qui se recoupe un peu, qui est arrivée sur le chat, qui nous dit que les prix de vente départ ferme sont supérieurs à ce que la personne qui nous interroge connaît en Nord Massif Central. Donc ça, tu as répondu un peu, mais à conformation égale, apparemment les prix sont supérieurs chez nous, c'est ça? C'est complètement possible. C'est complètement possible. Là encore, c'est mon vécu de ma zone, avec potentiellement du coup des opérateurs qui font qui ont des démarchages commerciaux, etc., et des débouchés qui permettent d'arriver à ces niveaux de prix-là, et tant mieux pour les éleveurs du coin. Et du coup, oui, il peut y avoir des contextes de prix difficiles ailleurs, j'en suis conscient. Pour continuer sur l'élevage de montagne, on avait une question sur les spécificités de l'élevage de montagne non autonome au regard du parasitisme et de l'engraissement. Est-ce que tu peux nous dire des choses là-dessus? Alors, sur le parasitisme, parce que c'était une question qu'on avait dès le départ, de ma fenêtre, n'ayant qu'une expérience de plaine, moi, ce que je me dis, a priori, c'est qu'en fait, les zones de montagne, en fait, si vous voulez, ce qui détruit les larves, ce qui assainit les milieux, c'est la dessiccation des larves. Qu'est-ce qui dessicque les larves? C'est ou des forts gels, et du coup répétés, et notamment en période hivernale, ce qui permet en fait de dégommer les larves et d'avoir moins de larves dites transhivernantes quand on repart en pâturage début de printemps. Donc ça, pour moi, les zones de montagne sont quand même beaucoup plus favorables à ce que je peux vivre ici en plaine, où il y a des hivers doux et quasiment plus de gel. Et l'autre facteur en fait qui peut dessicquer les larves, c'est les fortes chaleurs d'été. Et du coup, en zone de montagne, au sol, je pense qu'on n'est pas non plus trop mal loti. Et il y a un autre facteur qui, à mon sens, joue favorablement, c'est les UV, qui sont supérieurs aussi en zone de montagne.
Donc, pour moi, a priori, les zones de montagne, d'un point de vue du parasitisme, ne sont pas plus sensibles que les zones de plaine. Et après, tout se regarde aussi par rapport au degré d'humidité du milieu. Aujourd'hui, par exemple, les zones les plus sensibles à Haemoncus, ça va être les zones de Pays Basque et de Béarn, qui sont très arrosées, en fait, qui prennent en gros 1000 mm sur l'année. Et cette pluviométrie-là est favorable au développement de ce parasite-là. Et exceptionnellement, conjoncturellement, quand on a par exemple des mois de juin à 100 mm ici, là on est plus exposé par exemple à ce parasite. Bon, j'espère avoir répondu en partie sur la question parasitiste. Alors après, en zone de montagne, où l'autonomie notamment du coup en concentré, elle est plus que compliquée à atteindre. Du coup, vraiment le levier à creuser à minima, d'une, en fait, c'est de travailler la stratégie agneau d'herbe au maximum. Et du coup, ça veut dire essayer de construire un système où en fait il y a suffisamment d'arbres par agneau pour envisager les avancées au maximum à l'herbe avant les périodes de sécheresse. Et ensuite, si vraiment on est en situation d'été sec, etc., et qu'on doit les rentrer pour les finir en bergerie, là aussi, il peut y avoir aussi complémentation en concentré au pâturage, hein, ce que je disais à hauteur de 300 grammes. Et si vraiment on est en situation d'été sec et qu'on doit rentrer en bergerie, tabler sur des métaux grains dans les équilibres que j'ai dit, et à maxima, essayer de contractualiser entre agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, les aliments commerce à 18,2 MAT, oui, c'est de l'ordre de 550 € tonne, et du coup, économiquement, c'est très difficile d'avoir de la rentabilité avec des niveaux de coûts d'aliments de cet ordre-là. Par rapport toujours aux races de montagne, est-ce que tu penses que le fait de vendre en direct un maximum d'animaux, ça pourrait aider à pallier à ce problème de conformation? Et est-ce qu'à ton avis, ça demandera plus de travail à l'éleveur? Ouais. La vente directe est en effet, enfin, à mon sens, et puis c'est vécu par des éleveurs avec qui je travaille en vente directe aussi, elle simplifie, oui, les problèmes de conformation. Notamment parce que vous allez être commanditaire du boucher avec lequel vous allez travailler. Alors, si vous travaillez en magasin de producteur, des fois, certains ont leur propre magasin et donc sont les patrons de leur boucher. Et du coup, la commande, c'est, écoute, mon agneau, il est conformé comme il est, tu le valorises au maximum. Et du coup, oui, ça peut amener du mieux et c'est sûr que c'est un levier. Après, en termes d'organisation du travail, forcément, la vente directe, c'est plus de boulot et ça dépend aussi quelle partie en fait est à votre charge. Hein. Si vous gérez tout de A à Z, de la découpe jusqu'à la commercialisation, forcément, c'est plus de boulot que vendre en filière et du coup, ça aussi, ça se regarde de près. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut essayer d'approcher une marge nette de transformation, de commercialisation en termes de temps investi et que ça soit plus valable qu'une vente en filière pour s'y retrouver. Quoi. J'ai une question sur la taille critique pour s'installer dans une production ovine viande en bio. Ouais, donc ça, c'est une question auquel il n'est pas facile de répondre, justement parce que ça va dépendre notamment des équilibres de prix de valorisation qu'on met en face. Après, ce que je peux dire, par exemple, sur les secteurs ouest-Atlantique, si on prend des repères conventionnels, aujourd'hui, on est rendu à peu près à ce qui serait de l'ordre de 500 brebis par UMO en vente de filière longue conventionnelle. Du coup, ensuite, à côté, en bio, avec les niveaux de prix qui sont les nôtres, mais potentiellement aussi des articulations avec des cultures vendues. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire sur des fermes de polyculture élevage où globalement, dans les rotations, on va arriver à positionner, même si ce n'est pas des zones à fort potentiel en céréales, des blés en première paille, des blés meuniers qu'on va vendre à un bon prix, etc. Où du coup, on peut imaginer vivre de son métier avec moins de 500 brebis. Et moi, j'ai des exemples en tête de systèmes ici qui fonctionnent avec 350 brebis par UMO et qui vivent de leur métier. Mais où effectivement, il y a à côté une petite activité de vente de céréales, mais qui vient en complémentarité en fait de l'activité d'élevage et bien complémentaire de l'activité
ouais, de la rotation polyculturelle. Ouais. Après, je peux aussi avoir des exemples d'éleveurs hyper transformateurs avec des produits de haute valeur ajoutée, donc qui vont aller sur de la charcuterie, sur du saucisson, etc., qui vont être de l'ordre de 150 brebis par lieu et qui vont du coup arriver à dégager un équilibre économique viable avec cette valorisation forte là. Donc, après, voilà, en système filière longue, je pense qu'on est de l'ordre de filière longue spécialisée, hein, où il n'y aurait que les moutons. On est à minima de l'ordre de 300, 350 brebis, s'il faut donner des chiffres. Quoi. Ok. Je pense qu'il n'y a plus de questions à traiter. Du coup, on va pouvoir clôturer là. On est dans les temps. On peut rester en contact, il n'y a pas de souci. Néanmoins, dans vos départements, là je parle surtout aux éleveurs et futurs éleveurs, il y a certainement des groupements comme le nôtre, avec des techniciens ou au moins des conseillers projets qui peuvent vous aider à amorcer des conversions et qui peuvent aussi vous aider dans l'appui technique à la production. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Leurs contacts sont sur le site de la FNAB. Et puis, pensez aussi formation dans tous les GAP de France, chez nous à Bio-Nouvelle-Aquitaine particulièrement. On met en place beaucoup de formations pour faire de l'accompagnement technique. Donc, d'ici lundi prochain, notre catalogue va sortir. Vous le trouverez sur notre site internet. Et Philippe intervient dans pas mal de formations. Donc, si vous voulez encore avoir affaire à lui, eh ben, venez nous voir. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi.